Madame Neveu. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, il nous a été remis à la commission sectorielle du 25 septembre un document de travail rédigé par la préfecture des Pays de la Loire portant sur le plan régional en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en Pays de la Loire. Par ailleurs, dans le DOB, nous avons pu étudier le rapport annuel d'égalité hommes-femmes de la région, puisqu'il est maintenant obligatoire de faire un rapport annuel sur ce sujet. Bruxelles a encore frappé, je suppose. Nous avons cependant une interrogation quant à la forme du premier rapport, qui utilise l'écriture inclusive. Et nous constatons avec intérêt que vous semblez rétifs à cette forme d'égalité dans la langue française. La langue française n'est ni égalitaire ni inégalitaire, elle n'est seulement pas idéologue. Cette écriture inclusive est totalement contraire à l'usage de notre grammaire, au mépris des siècles d'évolution du français, depuis le bas latin et de son perfectionnement depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui la consacra officiellement comme notre langue en 1539, il y a seulement 478 ans. La culture étant le lieu privilégié de la transmission de la langue, l'Académie française, en tant que garant de notre langue, s'oppose à cette écriture déjà adoptée par la majorité de M. Macron et défendue par son zélé ministre Marlène Schiappa, par le ministre du Travail Muriel Pénicaud, par M. Mélenchon et par le préfet des Pays de la Loire. Attier a déjà édité un manuel de CE2, Questionner le monde, utilisant cette écriture. De quoi perturber les enfants qui sont déjà un quart à entrer en sixième, ne sachant ni lire, ni écrire sans faute, ni compter. Cette maison d'édition endosse la responsabilité d'enseigner sans vergogne aux enfants de CE2 une non-langue française, au mépris du patrimoine immatériel qu'est notre langue pour tous les Français. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que la langue française cesse de se rendre coupable d'un des crimes les plus affreux de notre époque, un crime impardonnable. La grammaire est coupable de machisme. Rien de moins. Souvenez-vous de vos leçons à l'école primaire. Vous avez répété béatement, peut-être sottement, avec votre enseignant, qui était souvent d'ailleurs une enseignante, le masculin l'emporte sur le féminin. Et alors ? Horreur! Scandale dans le landerneau féministe. Quelle est cette langue qui aurait l'outrecuidance de sanctuariser la mâle-domination? Il fallait sans attendre pallier cet archaïsme d'un autre âge. Désespérant de rencontrer l'ennemi traditionnel en chair et en os, il devenait impératif d'aller le débusquer jusque dans la langue. Et pourtant, n'en déplaise à nos incultes linguistes, la grammaire française a de tout temps été inclusive. Et les coquetteries qui fleurissent ici ou là, E-E-S, des insultes à nos yeux, mais aussi des insultes à Sand, Molière, Zola, Madame de Staël, Hugo, Colette, La Fontaine et tant d'autres. C'est bien tout le sens de ce refrain mal interprété. Je vous le concède, en accordant avec la même valeur masculin et féminin, la langue nous signifie qu'il n'y a pas lieu de donner un traitement différencié aux hommes et aux femmes, leur nature étant différente, mais leurs valeurs égales. Des trois genres latins, masculin, féminin et neutre, seuls deux subsistent en français. En absorbant avec lui le neutre, le masculin faisait au féminin la délicatesse de ne pas l'affaiblir. C'est beau, non? Il est vrai que, pour ceux qui voient dans la galanterie une sorte de goujaterie, ce genre d'argument ne peut satisfaire. C'est ainsi que la plupart des titres et fonctions n'ont pas de forme ou d'existence au féminin. En effet, un docteur titulaire d'un doctorat de médecine, ayant été validé par le collège universitaire, ne sera pas plus compétent qu'il soit homme ou femme. Un auteur dans son succès à sa plume et non à son sexe. J'avouerai ici que, jeune lectrice, j'ai cru assez longtemps que George Sand était un homme. Mais cette question réglée n'enleva rien au plaisir que la lecture de ses livres m'apportait. Alors aujourd'hui, nous voyons fleurir des députés, des préfètes, même des chefs. Qui d'entre nous ne s'est pas demandé si leur carrière était le reflet de leur mérite ou d'une injonction à la parité? Autre exemple, on parle de sage-homme. Définition du dictionnaire, homme exerçant le métier de sage-femme. Vous voyez le ridicule quand même. Voilà le résultat absurde de combats malmenés. Est-il besoin de rappeler que la pharmacienne est l'épouse du pharmacien, la générale l'épouse du général? Aucun prérequis si ce n'est savoir dire oui.
Une fois de plus, nous assistons impuissants à une surenchère d'inculture, un enlisement dans le rejet obligatoire d'une soi-disant trop longue période d'effacement de la femme. Gageons que nos grammairiennes en herbe n'auront pas la postérité de Jacqueline de Romilly. Pour l'heure, la condition féminine doit plus à la première femme professeure au Collège de France qu'à nos chiennes de garde de l'administration. Mais pour revenir à nos moutons, je constate que malgré tous les efforts que vous avez déployés depuis 2 ans dans notre région, je m'adresse bien sûr à M. Retailleau, il vous reste quelques progrès à faire en matière de parité dans votre cabinet. Ils ne sont pas tous là. Mais vous sauvez les meubles en faisant vous succéder une femme qui devient donc la première présidente de notre région et à qui nous souhaitons bonne chance. Beaucoup de femmes n'ont pas attendu votre rapport pour se distinguer. Voyez en Europe, de Rennes, au Danemark et au Royaume-Uni, 5 chefs d'État, Lituanie, Malte, Croatie, Estonie, Suisse. Très récemment, la France aurait pu mettre à l'honneur et amener au plus haut niveau son plan pour l'égalité, en nommant à sa tête, et pour la première fois, une femme chef d'État. Enfin, l'Europe compte 4 chefs de gouvernement, Allemagne, Norvège, Pologne, Royaume-Uni. Beaucoup d'entreprises du CAC 40 sont dirigées par les femmes. En Bulgarie et en Russie, les femmes cadres gagnent plus que les hommes, 5 et 3% de plus. En revanche, en Allemagne, ce fameux modèle vanté en permanence, les femmes gagnent 22% de moins que les hommes. En France, ce n'est que 14%. C'est trop, d'accord, mais ce n'est que 14%. Ce sont les informations de la Tribune. J'ai aussi en tête l'exemple de Virginie Guyot, 41 ans, lieutenant-colonel pilote de Mirage F1, qui a participé à différentes opérations, épervier au Tchad, Darfour, Tadjikistan, Serpentine en Afghanistan, leader de la patrouille de France en 2010, première femme au monde à prendre le commandement d'une patrouille acrobatique. N'en déplaise à Madame Karine Ménage, nous nous réjouissons de la grandeur et de la place de ces femmes dans notre société et nous pensons, comme l'a dit Madame Morancet, que cette égalité homme-femme consiste plus dans un choix effectif des femmes à pouvoir combiner leur vie personnelle et professionnelle qu'en un catalogue de revendications stériles. En lisant ce rapport, il m'est venu une question. L'égalité homme-femme ne devient-elle pas discriminante pour l'homme? Ce rapport égalité homme-femme nous est imposé par l'Union européenne, qui, à travers ses rapports, cherche à imposer derrière une égalité de façade une autre vision de l'homme. Mais l'homme doit-il vraiment courber les chines, rester à la maison, assumer les travaux domestiques et garder les enfants? Les féministes seraient comblés, je suppose. Le féminisme n'a cependant pas perdu toute son actualité. Nous sommes inquiets de voir que les féministes, si promptes à traîner leurs patrons en correctionnel pour des différences de salaire, lesquelles sont punies par la loi et donc, par voie de conséquence, sont quasi inexistantes. Différences salariales qui sont majoritairement dues au choix que les femmes font de travailler à temps partiel pour s'occuper de leur chère tête blonde. Et oui, les femmes ne s'épanouissent pas qu'en travaillant à l'extérieur. Mais ces femmes au foyer n'intéressent personne. C'est dommage, car quand la mère est à la maison, les enfants sont sous surveillance, donc moins de délinquance, moins de problèmes d'addiction. Les statistiques le prouvent, la délinquance est en augmentation ininterrompue depuis 30 ans. Oui, le féminisme est encore et toujours d'actualité, car votre rapport semble oublier certains événements qui ont pourtant retenu l'attention des Français cette année. La montée incessante d'un communautarisme islamique qui nie l'égalité de nature entre les hommes et les femmes et interdit l'accès à certains cafés aux femmes, sans oublier les soins médicaux, les piscines, etc. Cela me paraît être un recul indubitable quant à l'égalité présupposée que vous défendez. Mais comment défendre l'égalité homme-femme sans évoquer une seule fois l'islam salafiste qui croît sur notre territoire sous l'œil complaisant des politiques bien-pensants? Un clin d'œil, la gauche, toujours si prompte à dénoncer le machisme masculin, n'a pas hésité en 2015 à retirer ses listes, avec l'indulgence des grands démocrates Xavier Bertrand et Christian Estrosi, en Nord-Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour empêcher l'arrivée de 2 femmes à la tête de ces régions. Il s'agit bien sûr de Marine Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen. Sans doute n'était-elle pas politiquement correcte. Vous prétendez axer votre aide aux femmes isolées, mais le budget alloué à ces femmes est assez minime, puisqu'il n'est que de 20 000 € contre 100 000 € pour le CIDFF, dont le but affiché est la lutte contre le sexisme. Encore. Nous déplorons aussi le peu de crédit alloué à la grande précarité.
Nous souhaitons que soient davantage aidés les 10 millions de pauvres en France et par conséquent dans notre région, les 3 millions d'enfants, ces familles françaises qui sont de plus en plus confrontées à la vraie misère. Je vous remercie. Madame Lucas. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je veux évidemment répondre à Madame Neveu. Je me demandais d'où Madame Neveu nous parlait. Elle nous parle depuis les accords de Villers-Cotterêts, donc depuis 1539. Or, Madame Neveu, il s'est passé un certain nombre de choses et le monde a changé depuis les accords de Villers-Cotterêts qui ont effectivement introduit la langue française dans les actes administratifs. Plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, vous et moi, et toutes les femmes présentes dans cet hémicycle, nous avons le droit de participer à la vie politique. Le droit de vote, le droit de participation à la vie économique en cessant de demander l'autorisation à nos maris de pouvoir avoir un compte en banque et de pouvoir travailler, le droit de choisir de donner la vie quand nous le voulons, le droit à la parité en politique qui fait qu'aujourd'hui, M. Retailleau nous quitte parce qu'il doit choisir entre 2 mandats. Alors certains le déplorent parce que ça va priver certains élus d'un ancrage local, mais dans le même temps, cela fait une femme présidente de région, la première dans l'histoire de la région des Pays de la Loire, et je en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure dans ma commission. C'est donc une très grande chance que cette loi sur la parité, cette loi sur le non-cumul, ce sont ces choses-là qui font qu'on peut affirmer que du point de vue des femmes et de la participation à la vie démocratique, depuis l'accord de Villers-Cotterêts, les choses ont changé. Et que très souvent, une langue accompagne les changements de la société. C'est assez classique. D'ailleurs même, elle va souvent puiser dans ses racines pour inventer de nouveaux noms qui correspondent à de nouvelles choses qui n'existaient pas avant, comme la télévision, par exemple, qui n'existait pas au moment de Villers-Cotterêts, mais qui ensuite est arrivée. Donc on a inventé le mot. La femme est entrée en politique et on a inventé les mots qui sont allés avec. Et ici, on les applique puisque personne dans cet hémicycle n'a dit « Madame le Président de la région des Pays de la Loire », ce qui communément se fait. Par une trahison terrible à ce que vous appelez la langue française de Villers-Cotterêts, tout le monde l'a appelée Madame la Présidente. C'est à ce type de violence symbolique qu'il s'agit, c'est contre ce type de violence symbolique qu'il faut lutter, et c'est pour ça que la langue française subit des évolutions, et c'est heureux. Et je veux simplement, pour finir de façon, moi qui m'amuse, montrer le poids du langage et comment les hommes peuvent parfois utiliser de façon amusante ou pas le langage pour montrer aux femmes dans quelle situation elles sont. Moi, j'étais assez hostile à l'idée qu'on élimine le terme mademoiselle. J'aurais préféré qu'on garde mon damoiseau pour parler des jeunes gens de moins de 18 ans, pas encore mariés. Et ça aurait été une sauvegarde merveilleuse. On aurait pu, ici, il y a encore quelques monts damoiseaux, je crois. Donc on aurait eu quelques monts damoiseaux, ça aurait été très très bien. Mais la différence entre madame et mademoiselle, elle n'a pas d'équivalent masculin. Et cette simple petite anecdote, Gisèle Halimi, qui est l'avocate que peut-être vous connaissez, qui a gagné le procès de Bobigny en 1972, qui a permis à Simone Veil de créer la loi sur l'avortement, avait été également l'avocate du Front de Libération Nationale pendant la guerre d'Algérie, et elle demandait des grâces présidentielles régulièrement au général de Gaulle. Un jour, Gisèle Halimi, avec qui donc j'ai travaillé longtemps, me raconte qu'elle allait voir de Gaulle pour demander une grâce présidentielle, et elle venait de divorcer. Le général a reçu Gisèle Halimi en lui disant « Bonjour, comment dois-je vous appeler, madame ou mademoiselle ?» Gisèle Halimi a répondu « Appelez-moi maître ». Isabelle Meyran. Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, Victor Hugo disait « Une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité. Il faut l'y faire rentrer, donner pour contrepoids au droit de l'homme le droit de la femme. » Depuis des décennies, la cause des femmes a progressé, notamment par la reconnaissance d'un statut civil propre, l'octroi des droits politiques, l'ouverture progressive des études et des emplois des femmes.
l'égalité salariale et professionnelle, ou encore la loi portée par cette grande figure du centre qui nous a quittés cette année. Je veux parler de Simone Veil, fervente défenseuse des droits des femmes et plus largement de l'humanité. Malgré des avancées significatives, les inégalités perdurent. Pour agir, la loi de 2014 permet un véritable coup d'accélérateur en prévoyant que le président du conseil régional, en l'occurrence la nouvelle présidente, présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, portant tant sur le fonctionnement de l'institution que sur les politiques publiques engagées. Pour le groupe Union centriste, cette obligation légale est vécue comme une véritable opportunité. C'est la raison pour laquelle la région des Pays de la Loire a choisi d'affirmer sa responsabilité publique et politique pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité. Nous ne sommes pas dans l'incantation avec des dispositifs qui ensuite n'entreraient pas dans les pratiques. Nous sommes dans le concret. Notre région, dotée d'une assemblée et d'un exécutif paritaire, responsable du développement économique, de la formation professionnelle, joue un rôle croissant en matière éducative et en faveur de la jeunesse. Et s'est d'ores et déjà engagée pour rendre effective l'égalité entre les femmes et les hommes. En tant qu'employeur, la région a pris le pas d'une telle ambition, en continuant le travail engagé durant des mandats précédents. Mais ce travail se poursuit notamment par le dialogue social entre les organisations syndicales et les représentants de la région des Pays de la Loire. La région, par exemple, a signé un protocole d'accord sur le télétravail, dont son application sera effective au 1er novembre et permettra de manière indirecte, mais très concrète, l'égalité entre les femmes et les hommes, avec une amélioration de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, une souplesse de fonctionnement précieuse dans certaines situations spécifiques comme une grossesse, la réduction de l'absentéisme au travail, d'une fatigue ou d'un stress moins grand lié à une réduction du déplacement domicile-travail. L'actualité nous rappelle malheureusement que la condition de femme reste un combat quotidien pour chacun, les femmes comme les hommes. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux se font l'écho des cas de harcèlement sexuel et de violence dans le monde du travail et dans la vie de tous les jours. Contre ces comportements inacceptables, la région apporte son soutien au programme de violences faites aux femmes, un programme qui vise à provoquer une réflexion et favoriser un comportement respectueux et responsable. Plus largement, c'est dans tous ces champs d'action, la santé, la transition énergétique, l'aménagement numérique, ou encore la mobilité et les transports, qu'elle agit pour faire concrètement progresser cette priorité, passer de l'égalité de droit à l'égalité de fait. Pour conclure, j'aimerais souligner qu'il n'y a pas plus beau symbole d'exemplarité de l'égalité entre les femmes et les hommes de voir siéger à la présidence de cet hémicycle une femme. Roselyne, bienvenue. Merci Madame la Présidente. J'ai adoré vraiment cet échange. Et je pense, Madame la Présidente, vous devez être fière de cet hémicycle dans l'instant présent. Parce que il y a eu beaucoup de débats, mais celui-ci présente sans doute l'avantage d'une ouverture de réflexion singulière que je n'ai pas perçue depuis le début de cette journée. Et je pense que c'est très encourageant pour vous et notre équipe tout entière pour l'avenir. Ce rapport égalité homme-femme, en effet, ça a été dit, est imposé par la loi.
Mais au-delà de ce que la loi nous impose, c'est un débat moderne, intelligent, nécessaire, mais qui est surtout utile. Parce qu'il y a là un enjeu de société qui n'est pas anodin, mais pour lequel nous avons peut-être encore beaucoup à faire, parce que nous ne sommes pas acculturés à traduire de manière opérationnelle ce que la loi, ce que le législateur a voulu depuis quasiment un demi-siècle. Madame Lucas rappelait tout à l'heure, en effet, que ce n'est qu'en 1965 que les femmes ont pu exercer une activité indépendante sans avoir à demander l'autorisation de leur mari, d'avoir un compte bancaire. On pourrait comme ça refaire la fresque historique, elle est d'ailleurs très intéressante. Et Madame Neveu, s'il n'y avait pas eu cette évolution de la loi, vous, moi, nous, mesdames, ne serions pas dans cet hémicycle, tout simplement. C'est un sujet de société qui est moderne et qui clive. Nous avons entendu les prises de parole fort argumentées qui vont toucher profondément aux racines de ce que nous sommes les uns et les autres, car ce sujet n'est pas naturel, c'est un sujet profondément culturel. Alors évidemment, il est sensible, parce que de quel droit les uns, les autres, les unes, les autres, nous irions toucher aux valeurs de nos voisines, de nos voisins, ici dans cet hémicycle, et encore plus dans la société ligérienne et au-delà. Car c'est l'intime, ce n'est même pas le privé, c'est l'intime qui est questionné. Alors, d'ambition, nous en avons. Ce rapport, il existe. Il situe dans le temps le travail réalisé par ce conseil régional à l'échelle des 2 années pour notre équipe, mais il est aussi héritier de ce qui a été fait auparavant, et que nous soyons de droite ou de gauche, ce sujet n'est pas plus simple pour les uns que pour les autres. Donc il situe dans le temps notre action, il nous invite à progresser, et je crois que nous pouvons ensemble avoir cette ambition d'améliorer les choses, non pas pour être dans le doctrinaire ou le sectaire, parce que ce sujet n'appartient à personne, ou s'il appartient à quelqu'un, c'est dans nos convictions très personnelles que nous irons le chercher, mais pas dans l'intérêt des hommes et des femmes de ce territoire. Pour terminer sur ce sujet-là, Madame Etonneau, vous avez parlé d'incohérence, j'ai noté cela, mais il y avait tellement de choses à noter. Je comprends ce que vous avez voulu expliquer en nous interpellant sur le fait que nous ne parlions que des violences faites aux femmes parce que nous sommes bientôt le 25 novembre et que cette journée, elle marque l'agenda. Ou peut-être pour dire que c'est sur ce sujet que les individus sont plus sensibles parce qu'il y a une marque psychologique ou physique. Mais je crois que nous sommes d'accord pour dire que quoi qu'il arrive, la question des violences faites aux femmes, elle est sous-tendue, elle n'existe que parce qu'il faut traiter la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous sommes hommes ou femmes, ce n'est pas un sujet, je vais dire le mot, qui serait castrateur ou qui serait habillement, violent justement à l'endroit de l'autre sexe, c'est simplement un sujet qui nous oblige, parce que nous soyons hommes ou femmes, nous avons une mère, nous avons peut-être des sœurs, nous avons peut-être des filles, nous avons des amis, oui Madame Neveu, parce que ce qui n'est pas nommé a du mal à exister. Et dans ce sujet, sur cette affaire-là, le fait de ne pas nommer le féminin a été un handicap de longue date pour la société tout entière. Merci à vous.